que c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir en fait vous souhaiter la bienvenue et puis merci à nos conférenciers, puis merci à l'Association des économistes québécois en fait de collaborer avec nous sur un ensemble d'événements. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Et merci Nathalie. Donc Henri, je vais te laisser l'honneur de présenter nos conférenciers. Oui, bonjour à tous. Donc, merci de votre participation. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 conférenciers de haut rang. Alors, je vais commencer. En fait, je vais les présenter par ordre d'apparition. On va commencer par Monsieur Brahim Boudarba. Donc, Monsieur Brahim Boudarba est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Montréal et professeur titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Il est chercheur et fellow du Cyrano et de l'Institute of Labor Economics de Bonn, en Allemagne, et dirige l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal depuis 2018. Monsieur Boudarba se spécialise sur les questions liées à l'immigration et au compteur de nombreux arts et rapports au Maroc. Les résultats qu'on marque malheureusement Monsieur Marquette à cet événement. S'en suivra notre deuxième conférencier, Monsieur Daniel Parent, titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, je vous préviens, est surprésenté, mais c'est vraiment, je l'ai appris il y a une semaine. Et professeur titulaire au département d'économie appliquée de HEC Montréal. Monsieur Parent est chercheur et fellow du Cyrano et du Center for Research and Analysis of Migration de la University College London. Ses intérêts de recherche portent sur les thématiques de l'éducation et de la santé, de l'immigration et immigration, sur la rémunération à la performance et ses impacts sur les Monsieur Parent présentera aujourd'hui une étude réalisée avec les chercheurs Benoît Dosti, David Card et Jiang Li, qui se penche sur le rôle des employeurs dans les écarts salariaux observés entre immigrants et natifs. Donc, cette étude s'appuie sur une riche base de données, la base de données canadienne sur la dynamique employeur-employé, et fait l'objet d'une initiative de recherche plus large. Et enfin, notre troisième et dernière conférencière, Madame Mireille Paquet, est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Montréal, Concordia. Madame Paquet dirige aussi la chaire de recherche de l'Université Concordia sur la politique de l'immigration. Ces recherches portent sur la politique comparée de l'immigration, sur l'effet des institutions et des acteurs bureaucratiques sur le contenu des politiques d'immigration et sur l'innovation dans ce secteur. Madame Paquet est entre autres l'auteur d'un ouvrage intitulé « La fédéralisation de l'immigration au Canada », ouvrage récipiendaire du prix du meilleur livre francophone de l'Association canadienne de sciences politiques en 2018. Ces recherches ont été publiées dans plusieurs revues scientifiques, dont le Journal of Ethnic and Migration Studies, International Migration, la Revue canadienne de sciences politiques, et il y en a beaucoup d'autres que vous pourrez aller voir sur son site internet. Madame Paquet va présenter un portrait des politiques de sélection et d'intégration économique des immigrants, en mettant l'emphase sur les impacts de 2 types d'interventions publiques sur ces aspects. Donc, sans transition, chaque présentation va durer entre 12 et 15 minutes, donc peut-être que je vous ferai signe si jamais cela déborde. Et je vais laisser la parole à Monsieur Brahim Boudarba, qui va débuter notre activité avec la première étape, quelque part naturelle, du marché du travail, à savoir obtenir un emploi. Je vous laisse la parole. Bon, bonjour tout le monde. Merci Henri pour la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci aux 3 organisateurs de cet événement. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude que j'ai réalisée avec mon collègue, mon professeur Claude Montmarquette, à qui je souhaite un prompt rétablissement. En fait, il s'agit d'une enquête par
en utilisant l'approche de l'économie expérimentale que je vais vous présenter tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de voir si les jeunes maghrébins sur le marché du travail subissent une certaine forme de discrimination au moment de l'examen des CV et puis au moment de l'entrevue. Alors, rapidement, le contexte, je vais le présenter, puis le déroulement d'expérience, l'analyse des analyses descriptives, puis multivariées, puis je vais faire une brève conclusion et peut-être quelques pistes d'intervention. Le temps, bien sûr, est très court, donc je ne serai pas en mesure de présenter les choses en détail. Le rapport est déjà publié sur le site du Cyrano, donc je vous invite à le lire pour plus d'informations. Rapidement, le contexte, c'est qu'on sait bien que les immigrants, depuis les années 70, avec la mise en place d'un nouveau système de sélection des immigrants et l'arrivée par la suite d'immigrants de pays qui n'étaient pas les pays classiques d'immigration, les pays africains, latino-américains et asiatiques, la situation sur le marché du travail a commencé à se détériorer pour les nouveaux arrivants et ça s'est resté plus ou moins stable dans le temps depuis la fin des années 70, début des années 80. Et comme vous voyez dans ce graphique-là, la situation est encore plus problématique au Québec où les immigrants ont un taux de chômage généralement beaucoup plus élevé que les immigrants de l'Ontario, par exemple, ou de la Colombie-Britannique. Et comme vous voyez ici, malgré certaines sortes d'améliorations depuis 2010, les immigrants restent quand même relativement défavorisés par rapport aux Canadiens de naissance qui vivent au Québec. Et donc, leur taux de chômage est 1,5 fois plus élevé comparativement à peu près un taux qui est le même entre les deux groupes dans l'ensemble du Canada. Bien sûr, il faut prendre en considération aussi que sur le plan de caractéristiques observables, notamment le niveau d'éducation, les immigrants sont plus scolarisés et par conséquent, si on considère que la scolarité produit le même effet pour les immigrants que pour les autres, les immigrants devraient avoir un taux de chômage beaucoup moins élevé que celui des Canadiens de naissance. Alors, ceci étant dit, il faut noter aussi que les immigrants, c'est un groupe très hétérogène qui fait que certains ont plus de difficultés que d'autres à trouver de l'emploi. Et parmi les groupes qui sont les plus problématiques et qui peinent à s'insérer sur le marché du travail, ce sont les Arabes de façon générale. Et surtout les femmes arabes qui sont même dans des situations d'extrême découragement qui fait qu'ils participent très peu au marché du travail, ce qui fait priver les sociétés d'accueil, le Québec et l'ensemble du Canada, de ressources humaines très importantes qui pourraient contribuer à leur développement. Ce qu'il faut noter aussi, vous avez des statistiques dans le rapport, je ne les présente pas ici puisque le temps est relativement court. Sinon, il faut noter aussi que la grande majorité des Arabes qui sont au Québec sont d'origine maghrébine, notamment d'Algérie et du Maroc et de Tunisie. Et aussi, il faut noter que la très grande majorité des Maghrébins au Canada sont installés au Québec. En fait, 90% des Maghrébins de naissance qui vivent au Canada en 2016 étaient installés au Québec. Par conséquent, l'intégration des Maghrébins revêt d'une importance capitale pour les politiques d'immigration, pour les politiques économiques en général au Québec. Alors ici, on se pose la question, pourquoi ce groupe-là a de la difficulté? Mais bien sûr, le deuxième groupe qui a le plus de difficultés, c'est les candidats qui sont de couleur noire. Il faut l'ajouter aussi. Alors, pourquoi ces gens-là ont de la difficulté? Est-ce qu'ils subissent de la discrimination? Il y a des études qui ont essayé de répondre à cette question-là, puis qui ont trouvé une réponse positive à le fait qu'effectivement, les candidats, par le nom qu'ils portent ou par la couleur, etc., vont subir une certaine discrimination, notamment lors de l'examen des CV et donc lors de la sélection des candidats qui vont faire l'entrevue d'embauche. Alors, il y a, vous l'avez certainement entendu, les études qui utilisent le testing, qui consiste à envoyer des CV en changeant seulement les noms et en laissant le reste le même. Et on va voir si le taux de réponse ou le taux d'appel à l'entrevue était le même pour les Canadiens de naissance versus les immigrants ou les membres des minorités visibles. Alors, dans cette étude, nous avons pensé plutôt amener une nouvelle approche pour combler une certaine insuffisance au niveau des testings, c'est que le testing il s'arrête au moment de la sélection des entrevues, donc on ne sait pas qu'est-ce qui arrive après l'entrevue. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne voit pas qui examine ces CV-là. Donc les caractéristiques des recruteurs et des entreprises surtout des recruteurs, ne sont pas connues. Alors on va essayer de combler ces deux points.
Alors, le déroulement de l'expérience, rapidement, c'est qu'on a choisi d'abord des postes. Et on a choisi 4 postes. On a examiné les offres d'emploi diffusées sur Internet. Puis on a choisi quelques postes. Conseiller en gérage, chargé de projets informatiques, commis à la saisie de données, puis représentant de services à la clientèle. Chaque poste a des exigences, bien sûr. Les 2 premiers exigent un baccalauréat, les 2 suivants exigent un diplôme d'études secondaires. On a essayé un peu de varier, mais avec aussi des postes qui sont différents. Vous avez représentant de services à la clientèle, donc qui est en contact avec des personnes, puis commis à saisie de données qui est plus en contact avec des machines. Même chose pour chargé de projets informatiques versus conseiller en GRH. Donc, vous voyez que le type d'emploi est différent en considérant est-ce qu'il y a un contact avec d'autres personnes ou non lors de l'exercice de cet emploi. Bien sûr, il y a des compétences qui sont spécifiques à l'emploi, mais il y a aussi des connaissances linguistiques qu'il faut avoir pour occuper ces postes-là. Par la suite, on a créé des candidatures fictives qu'on va par la suite soumettre à des participants qu'on va appeler des pseudo-recruteurs ou des gens qui vont jouer le rôle d'un recruteur puis qui vont examiner les CV qu'on va leur soumettre. Alors, pour chaque poste, on a créé 30 CV fictifs différents qu'on a répartis en 6 listes de 5 CV chacun. Alors, pourquoi il faut augmenter le nombre de CV? C'est pour varier les caractéristiques des candidats, mais aussi pour varier le nombre de candidats de chaque groupe dans chaque liste qui va être examinée par les recruteurs. Donc, vous avez 6 listes de 5 candidats, de 5 candidats. Et sur les 5 candidats, des fois, vous avez un seul maghrébin, des fois, vous avez 2, des fois, vous avez 3, des fois, vous avez 4. Donc, on fait varier. Mais on fait varier aussi les caractéristiques des candidats, donc féminin ou masculin, connaissances linguistiques, et ainsi de suite. Alors, au total, on a 120 candidats pour les 4 postes. La moitié des candidats ont un nom en consonance québécoise et l'autre moitié ont un nom en consonance maghrébine. Donc, on utilise des noms comme Mohamed, etc. La moitié des candidats dans chaque groupe sont des femmes, et ainsi de suite. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que pour chaque poste, pour chacun des 4 postes, la structure des candidats est la même. Donc, ce qui change, c'est seulement le poste. Mais sinon, vous avez toujours la moitié qui est d'origine maghrébine, la moitié qui est de sexe féminin, et ainsi de suite. Alors, les participants sont devant une machine, puis la machine tire au hasard un poste à combler, par exemple, représentant de service à la clientèle. Puis le recruteur reçoit les CV de 5 candidats, il sélectionne 2 pour l'entrevue d'embauche, puis il obtient le score de performance à l'entrevue d'embauche des 2 candidats retenus. Donc, on lui dit que les 2 candidats choisis ont subi un test, puis voilà les scores de ce test-là. Alors maintenant, choisissez un pour l'embauche. Donc, à partir de 5 candidats, il va finir par le choix d'un seul qui va occuper le poste. Puis on répète la même chose pour la liste suivante. Il y a 6 listes au total. Puis on passe au poste suivant. Donc, on refait encore pour les 6 listes, puis on passe au poste suivant, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'au total, chaque participant aura examiné 120 CV, et puis parmi les 120, il aura recruté 40%, il aura retenu 40% pour l'entrevue d'embauche, puis au final, il aurait embauché 20%, soit 24. Donc, 24 embauches par personne. Alors, les scores de performance, ça, je voudrais insister là-dessus, sur le fait qu'on a considéré qu'en moyenne, les Maghrébins étaient plus performants que les non-Maghrébins pour voir un peu est-ce qu'il y a une discrimination, même si vous avez des candidats qui sont compétents. Donc, on a fait en sorte que les candidatures maghrébines sont sur papier meilleures en moyenne que celles des Québécois de souche. Mais la seule différence est au niveau des connaissances linguistiques parce que naturellement, on suppose que les Franco-Québécois ont la langue française comme langue maternelle, c'est leur première langue. Alors pour quelqu'un qui est d'origine maghrébine, c'est plus la langue maternelle qui est l'arabe, puis par la suite qu'il apprend le français, puis l'anglais devient sa 3e langue. Donc au niveau des connaissances linguistiques, je pense que c'est le seul élément qui fait la différence entre les 2 groupes, mais sinon les Maghrébins sont en moyenne plus compétents que les autres. On a aussi profité d'expériences pour voir est-ce que certains politiques pourraient influencer le comportement des recruteurs. Alors, pour un tiers de recruteurs, on n'a rien dit. Pour un deuxième tiers, on leur a dit que la charte, on a essayé de leur rappeler
certaines clauses de la charte qui interdit à l'employeur de discriminer dans le cadre des processus d'embauche. Et puis pour un autre tiers, on a dit qui font partie d'une organisation qui souscrit au principe d'accès à l'égalité à un emploi. Et l'affectation s'est faite de manière aléatoire. Alors on a voulu voir est-ce qu'il y a une différence entre le fait de donner un message par rapport au fait de ne pas donner de message, et aussi voir est-ce que le fait de rappeler les clauses de la charte qui produit plus d'effets, ou c'est plutôt les initiatives propres aux entreprises de dire à leurs recruteurs que nous, on souscrit au principe d'égalité en emploi. Au total, 162 personnes ont participé à l'expérience, qui a fait qu'ils ont examiné un total de 19 444 CV au premier tour, puis 7 776 au deuxième tour. Donc ça nous a donné une très grande base de données qui est très riche en informations et qui s'apprête à des analyses très solides. La moitié des participants sont nés au Canada, puis la moitié est née à l'étranger, dont 13% qui sont nés en Afrique du Nord. Presque la moitié est membre des minorités visibles. Donc, vous voyez qu'on essaie aussi de voir si le fait d'avoir des recruteurs qui sont minorités visibles, ça pourrait favoriser les candidats, des immigrants. Et puis, comme vous voyez aussi, 85%, 86% en diplôme universitaire, 70% sont des femmes. Peut-être ce qui est très important de noter, c'est que 26% des participants ont déjà une expérience en tant que recruteur. Et puis, les 2 tiers ont suivi un cours ou une formation en gestion des ressources humaines, et un certain pourcentage a suivi aussi un cours en gestion de la diversité. Donc, vous voyez, en recrutant des recruteurs, on s'est retrouvé avec des variables intéressantes à tester au niveau de notre expérience. Alors, brièvement, les résultats qu'on a obtenus. Alors, au premier tour, la sélection pour l'entrevue, rappelez-vous que les recruteurs devraient sélectionner 40%. Donc, 40%, c'est la barre d'égalité, si vous voulez. Et là, ce qu'on voit, c'est que les recruteurs ont recruté quand même beaucoup plus de non-maghrébins que de maghrébins, 47% versus 33%. Mais, étonnamment, lorsqu'il s'agit de l'embauche, au final, ils ont recruté les mêmes proportions dans les 2 groupes. Alors, qu'est-ce qui a fait balancer la situation entre la sélection, l'entrevue, puis à l'embauche? Et si vous vous rappelez, le seul élément nouveau qui a été ajouté, c'est le score de performance à l'entrevue. Donc, le fait d'ajouter cette information, ça a beaucoup influencé les recruteurs qui ont rectifié le tir, et au final, ils ont recruté à peu près dans les mêmes proportions, les 2 groupes. Mais rappelez-vous, ça reste quand même problématique dans le sens où on a constitué des CV où les Maghrébins étaient en moyenne plus performants que les non-Maghrébins. Par poste, ça aussi, ça donne une idée sur comment le comportement varie en fonction du poste qui est à combler. Et c'est dans ce sens-là qu'il est important d'insister que le plus important, ce n'est pas seulement d'améliorer l'emploi des immigrants et de réduire leur taux de chômage, bien sûr, mais aussi il faut voir dans quelles conditions ils sont recrutés. Ici, vous voyez que la principale différence, c'est surtout aux représentants au service à la clientèle, où il y a très peu de Maghrébins qui sont retenus. Ça, on va le voir dans la diapo suivante ici. Et c'est les 2 postes où il y a vraiment de discrimination, je ne sais pas de discrimination, mais de ségrégation entre les 2 groupes. C'est commis de saisie de données, où on a favorisé les Maghrébins, et représentants service à la clientèle, où on a favorisé plutôt les Franco-Québécois. Et ça nous ramène aussi à la question de lien que font les recruteurs entre le nom de la personne, ou son origine, et ses connaissances linguistiques. Et des études sur le sujet ont déjà démontré que les recruteurs, dans leur tête, ne pas être né au Québec, c'est synonyme en quelque sorte de faibles connaissances linguistiques, et par conséquent, lorsqu'il s'agit de représentants à la clientèle, on cherche plutôt quelqu'un dans la langue et la langue de la majorité. Et puis lorsqu'il s'agit de travailler avec des machines, puis on parle à personne, dans ce cas-là, c'est pas grave si la personne ne maîtrise pas la langue. Et donc, ça amène à une certaine ségrégation sur le marché du travail. Et c'est pourquoi l'objectif des politiques publiques ne devrait pas être seulement d'améliorer l'emploi des immigrants, mais aussi de s'assurer que leurs compétences sont utilisées dans les emplois qui leur conviennent. Aussi, on a trouvé que les recruteurs se sont comportés de façon qu'on connaissait beaucoup, en favorisant
les Maghrébins qui sont nés au Québec, et dans un deuxième temps, des résidents permanents, et puis les résidents permanents temporaires étaient très peu sollicités. Alors, les analyses multivariées, donc ça sert un peu à voir, à faire des contrôles, puis par la suite, voir c'est quoi les variables qui ont plus d'impact. Et ici, ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on a décomposé les écarts entre les deux groupes, donc vous voyez que l'écart au niveau de la sélection pour l'entrevue d'embauche, il y avait un écart d'à peu près 14 points de pourcentage. L'essentiel de cet écart est expliqué par des caractéristiques défavorables chez les Maghrébins. Et par contre, au niveau de recrutement après l'embauche, c'est plutôt un traitement plus favorable de la part des recruteurs. Alors, si on regarde la part expliquée, et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est les connaissances linguistiques. Donc, les recruteurs vont toujours considérer que les immigrants ont un niveau de connaissance très faible. Par contre, les compétences par construction de l'expérience, les Maghrébins avaient des compétences meilleures, ça les a favorisés, mais au niveau linguistique, ça joue beaucoup contre eux. Et par conséquent, on pourrait dire, grosso modo, à travers cette expérience, que le problème principal de l'intégration des immigrants, c'est la langue. Et la langue, c'est très important que les Maghrébins ou les immigrants, de façon générale, la maîtrisent très bien, soit avant, soit après l'arrivée, mais il ne faut pas sous-estimer cet élément important pour les recruteurs. Et on voit que ça apparaît autant au moment de la sélection pour l'entrevue qu'au moment du recrutement. Au niveau des écarts inexpliqués, ce qui est très étonnant aussi, c'est le fait que le message politique dire aux recruteurs que votre organisation prend l'égalité de l'emploi, ou lui dire que la Charte des droits et libertés interdit la discrimination, ça ne joue aucun rôle. Donc, ça n'a pas eu d'effet. Le fait que le recruteur soit membre des minorités visibles, ça n'aide pas beaucoup. Ça n'aide pas non plus que le recruteur soit né au Maghreb. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de complicité, si vous voulez, entre les recruteurs et les candidats. Ça n'aide pas du tout. Donc, le fait que le corps de recruteurs se diversifie lui-même, on ne s'attend pas nécessairement à ce que ça favorise les immigrants. Et puis, ce qui sort aussi, ça devrait faire l'objet de débats, des contenus des programmes de formation, c'est que le fait d'avoir suivi un cours de formation en GRH ou un cours en diversité, ça n'a pas produit d'effet. Donc, peut-être rapidement, est-ce que, Henri, j'ai épuisé tout mon temps? Vous êtes dans votre dernière minute. Donc, merci, ça devrait me suffire. Alors, le résultat principal qu'il faut de notre étude, c'est que l'exclusion des Maghrébins et, je dirais, des immigrants de façon générale se fait essentiellement au moment de la sélection pour l'entretien d'embauche, parce que c'est une sélection qui se fait sur la base du CV, on ne connaît pas bien le candidat. Mais si le candidat est convoqué à un entretien d'embauche, puis s'il est compétent, il a beaucoup de chances d'être retenu ou embauché. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'évidence qu'il y ait une discrimination économique. Au contraire, quand les recruteurs sont sûrs que le candidat est bon et compétent, ils vont le sélectionner. Alors, comment on pourrait amener plus de Maghrébins à traverser cette étape de sélection pour l'entrevue? Peut-être anonymiser les CV, on ne sait pas, mais peut-être il faut, pour nous, à travers cette expérience, on pense que c'est plutôt la question linguistique qui est au cœur de l'intégration. Et donc, tant que ça soit vrai ou c'est pas vrai, si les immigrants ne sont pas aussi performants sur le plan linguistique que leurs concurrents franco-québécois, ils vont toujours avoir cette difficulté à intégrer le marché du travail. Alors, je vais arrêter ici, puis s'il y a des questions, je pourrai revenir sur d'autres éléments. Merci beaucoup. Un grand merci. Écoutez, il y a un chat qui est quand même disponible sur l'activité. Donc, si vous voulez poser des questions, allez-y et Lise fera une sélection pour les poser par la suite. Donc, merci beaucoup, Monsieur Boudarba, pour cette présentation. Donc, maintenant, j'appellerai à la barre Monsieur Daniel Parent qui va nous montrer plutôt l'aspect dynamique de l'intégration des immigrants sur les marchés du travail. Merci, Henri. Donc, ça va? Parfait. OK. Donc, s'il s'agit d'un projet mené
conjointement avec mon collègue Benoît Dosti d'HEC Montréal, de Jiang Li de Statistique Canada, j'aurais pu l'écrire en français, et David Card de Berkeley. Et donc, notre intérêt, c'est d'examiner les écarts salariaux entre immigrants et natifs, et particulièrement le rôle que les employeurs jouent dans la convergence, s'il y a convergence des salaires des immigrants versus les natifs, par le mouvement entre employeurs d'un employeur à un autre. Donc, en note de bas de page, il y a l'adresse pour le papier lui-même qui est au NBR. Donc, quelle est l'ampleur de l'écart salarial, pour commencer, et surtout, de quelle façon les politiques de rémunération des firmes affectent les immigrants et les natifs différemment. Quand on dit politique de rémunération, c'est un terme très ronflant pour parler de est-ce qu'ils sont payés différemment parce qu'ils sont immigrants à qualification égale. Et on veut savoir comment le mouvement d'un employeur à l'autre contribue à la convergence des salaires. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des différences marquées selon les pays d'origine des immigrants. Le Canada est un pays à forte immigration. La raison pour laquelle c'est important pour ce qu'on va faire va devenir plus évidente dans une diapo ou deux, c'est qu'on a besoin d'avoir suffisamment d'immigrants pour analyser les politiques salariales ou la façon dont les gens sont payés à l'intérieur des firmes pour les immigrants et les natifs. Donc, il nous faut les deux dans l'intérieur des firmes. Et donc, si on était un pays à faible immigration, on aurait de la difficulté à mener ce projet-là. Mais heureusement, le Canada est un pays à forte immigration, un peu moins que l'Australie. Bon, Luxembourg, je ne considère pas que ça fait, désolé s'il y a des Luxembourgeois parmi l'audience, un pays ordinaire, si on veut. Et donc, le Canada, est-ce que peu de gens pensent, surtout aux États-Unis, en fait, c'est que le Canada a une fraction d'immigrants qui est substantiellement plus élevée que celle des États-Unis, même s'ils aiment prétendre le contraire. Les données, c'est la base de données canadienne sur la dynamique des employeurs-employés. Donc, c'est un ensemble de fichiers administratifs qui proviennent de différentes sources, l'Agence de revenus du Canada, Emploi et développement social, l'immigration. Et les données sont couplées au niveau de la personne et de l'emploi par des identificateurs, à l'aide du numéro d'assurance sociale ou du numéro de l'entreprise. Donc, on est capable de suivre, d'avoir, en gros, théoriquement, toute la population des appariements entre les firmes identifiés séparément et les personnes identifiées séparément. Et on sait en plus s'ils sont immigrants ou non. Et ça nous provient de la banque de données sur les immigrants, ce qu'on appelle familièrement la IMDb, qui contient l'information sur la scolarité, la classe d'admission, l'occupation souhaitée, pays d'origine, statut matrimonial, etc. Des défauts, par contre, de cette banque-là, c'est que, à part la scolarité déclarée à l'arrivée des immigrants, on n'a pas la scolarité pour les autres, pour les natifs. Et donc, ça limite un petit peu l'étude, mais des estimations dans notre papier avec des données de recensement qui essayaient de répliquer ce qu'on a dans notre banque de données BDCEE montraient que ce n'était pas une exclusion qui était problématique. Donc, les années disponibles, c'est 2005 à 2013. On porte notre attention sur tous les immigrants arrivés depuis 1980. Mais ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est surtout sur la cohorte d'arrivée 2000-2004, parce que ça permet d'examiner le processus d'assimilation ou l'assimilation économique, on entend, la convergence s'il y a le processus de convergence des salaires. Bon, de quelques données, ce qui ne surprendra personne, les 2 tiers des immigrants vivent à Toronto, Vancouver ou Montréal, et 55% à Toronto et Vancouver seulement. Et Toronto est une ville à majorité d'immigrants, et c'est presque le cas pour Vancouver. Et comme ça date d'1 an ou 2, ces données-là, c'est probablement à majorité immigrante maintenant. Et c'est beaucoup plus faible pour Montréal. Bon, ça, c'est la structure, vous pouvez admirer, ça explique un peu comment la banque de données est construite. Donc, la sélection des personnes et des firmes à partir d'un ensemble gigantesque comme ça, on prend les firmes avec, les individus, on prend un emploi par personne, c'est celui qui paye le plus durant l'année. On faut faire des choix, on ne peut pas regarder tous les emplois. Et ce sont les individus âgés de 25 à 59 ans, qui est la période, donc on essaie de ne pas confondre les périodes d'études et les périodes, les âges qui commencent où les considérations de retraite commencent à jouer un rôle. On laisse tomber les personnes à faible revenu annuel. Donc, notre donnée, on a seulement le revenu annuel. Un des défauts de la banque de données, c'est qu'on n'a pas les semaines travaillées ni les heures. Donc, on ne peut pas construire une mesure de salaire hebdomadaire, par exemple. Encore là, on a fait les vérifications avec le recensement et ça, à notre grand soulagement, ça ne semble pas être un problème. C'est une limite, bien sûr, parce qu'on aimerait connaître les effets sur les heures et les semaines travaillées aussi, que selon qu'on soit un immigrant ou non. On forme 2 groupes de pays, les pays qu'on appelle anglophones, vraiment anglophones, l'Australie, Royaume-Uni, etc., et ceux de l'Europe du Nord-Ouest, par exemple la France, l'Allemagne et la Hollande, et on met tous les autres pays dans un autre groupe. Et on va voir qu'il y a des différences substantielles dans ces 2 groupes-là. Pour ce qui est des firmes, on garde les firmes seulement qui ont
2 employés ou plus, parce qu'on veut faire des comparaisons entre gens qui travaillent dans la même firme. Donc, ça nous prend au moins 2 employés. Et ce que ça dit ici, c'est que dans l'analyse que je vais vous montrer, c'est qu'on va regarder les firmes qui emploient au moins un immigrant et un natif. On laisse tomber l'administration publique pour des considérations qui ont à voir avec le fait que les immigrants ne peuvent pas occuper nécessairement tous les emplois qu'ils veulent à leur arrivée. Le cadre empirique, c'est le suivant. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, naturellement. On s'intéresse à la variable Y, c'est le revenu de travail annuel. La personne I, J identifie l'employeur et T, c'est la période, c'est l'année, de 2005 à 2013. Et donc, il y a 2 composantes ici qui sont d'intérêt. Celle-là ici, c'est la composante spécifique aux travailleurs. Donc, il y a les caractéristiques observables, habituellement, caractéristiques démographiques, qui ne sont pas particulièrement riches parce qu'on n'a pas l'éducation ni les semaines travaillées, mais on a l'âge, le genre, et quelques autres, mais très peu, en fait, dans le vecteur X ici. Ici, ce sont les caractéristiques propres à l'individu I qui ne changent pas dans le temps, qui sont non mesurées. Et ça, c'est la composante employeur sur laquelle on porte notre attention dans ce papier. C'est ce qu'on appelle l'effet fixe de firme. C'est-à-dire que pour des travailleurs à qualification égale, pour un même I et un même X, des travailleurs travaillant dans les firmes J vont être payés différemment que dans une autre firme K. Okay? Et donc, on va mesurer la contribution de cette composante-là à l'écart salarial natif immigrant. On estime le modèle séparément pour les immigrants et les natifs. Et ce qui est la considération importante ici, c'est le deuxième point, c'est que les effets de firme dont je viens de parler sont identifiés dans les ensembles qu'on dit connectés. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de mobilité interfirme des natifs et des immigrants de telle façon à ce qu'on puisse comparer les gens, qu'on puisse les comparer. Et ultimement, les résultats que je vais montrer ici sont ceux qui sont dans ce qu'on appelle les ensembles connectés duals, c'est-à-dire qu'il y a des immigrants et des natifs dans les entreprises. Si les entreprises sont parfaitement, s'il y a une parfaite ségrégation, on ne peut pas essentiellement calculer la contribution des politiques salariales des firmes puisqu'il n'y a pas les 2 groupes à l'intérieur d'une même firme. Donc, il nous faut qu'il y ait cette connexion. Dans le papier, on regarde les ensembles non connectés aussi et ça ne change pas la conclusion principale du papier. Quelques considérations techniques qui ont à voir avec le fait qu'on ne peut pas mesurer des effets de firme pour toutes les firmes. Il faut que ce soit par rapport à un groupe ou une firme en particulier. Donc, on prend un ensemble de firmes pour lesquelles la prime salariale, vous pouvez voir la composante ici comme représentant une prime salariale au-delà de ce que les qualifications générales des travailleurs engendreraient. Donc, l'idée centrale, c'est que les firmes partagent la rente, la valeur ajoutée à divers degrés. Donc, la question de savoir s'ils le font différemment pour les immigrants par rapport aux natifs. Et comment le mouvement des employés d'une firme à l'autre, par leur transition, font en sorte qu'ils peuvent rattraper les natifs éventuellement. Et donc, il y a deux composantes, ce qu'on appelle le sorting ou le tri. Ça mesure la contribution du mouvement vers des employeurs à plus haut salaire à mesure que les années passent, pour les immigrants par rapport aux natifs. Et la politique salariale, c'est le fait qu'ils soient payés différemment à l'intérieur des firmes. Pour les résultats, je vais y aller rapidement. Okay. Ce qu'il faut regarder ici, c'est la première ligne. Va résumer essentiellement les résultats en gros du papier. Donc, vous avez une différence de salaire d'essentiellement 20 % en moyenne entre les immigrants et les natifs, en faveur des natifs, évidemment. Et la contribution des primes de firme, la petite composante qui nous intéressait ici, est de 2,9 % sur le 20, donc en gros, quelque chose comme un peu moins de 20 %, quelque chose comme 18 %. Et lorsqu'on sépare en les effets de tri, le fait que l'effet de tri à travers de cette composante de firme-là, la grande majorité, la totalité vient du fait qu'il y a un mouvement d'une firme à l'autre pour les immigrants qui fait en sorte qu'ils transitent vers des employeurs à plus haut salaire, ce qui leur permet de rattraper les natifs. On ne trouve aucune évidence à l'effet qu'il y a des effets différents, qu'ils sont payés différemment à l'intérieur des firmes. Ça, c'est pour le niveau des salaires, le niveau de l'écart salarial natif immigrant. Pour ce qui est de la croissance à travers le temps, pour la cohorte d'intérêt qui est 2000-2004, on trouve que leur salaire croît en moyenne de 20 % par rapport aux natifs dans la période considérée dans nos données de 2005 à 2013. Et que la contribution du tri, si on veut, la contribution de l'effet de firme est de 2,7 % sur ce 20 %-là. Et qu'à travers ça, et qu'à l'intérieur de cette contribution de la firme, en fait, c'est la contribution du mouvement, essentiellement le mouvement de recherche d'emploi vers, pour le dire de façon un peu plus vulgaire, des emplois qui payent mal vers des emplois qui payent mieux. Et c'est ce qui leur permet éventuellement de combler l'écart
les natifs. Si on voit ici les résultats on sépare ça pour les autres pays versus ceux qui viennent du groupe de pays qu'on appelait favorisés dans le papier, les groupes anglo-saxons et Europe du Nord et de l'Ouest. On voit que la croissance est plus forte pour ceux qui viennent des pays moins favorisés, des pays qui sont moins semblables je vais préciser ce que je veux dire par semblable dans une seconde quand je vais montrer les graphiques. Et on voit que le rattrapage est plus grand. Et en partie, s'ils rattrapent plus, c'est parce qu'ils partent d'un niveau qui est plus bas à leur entrée sur le marché du travail. Je vais sauter ces deux graphiques-là, ça ne nous donne pas grand-chose. Voici la croissance moyenne des salaires des natifs et des sous-groupes d'immigrants. Et vous voyez que la croissance salariale, on normalise évidemment à 0 en 2005, c'est le point de départ. Par rapport aux natifs, vous voyez que c'est ceux qui viennent des autres pays qui ont la plus forte croissance. Et donc, avec au moins un baccalauréat. Alors que ceux qui viennent des pays plus favorisés ont une croissance aussi par rapport aux natifs, mais moins forte, ceux aussi avec un baccalauréat. Donc, c'est intéressant de remarquer on va voir qu'ils partent d'un niveau plus faible, mais qu'ils finissent par converger, qu'ils convergent plus vite vers un niveau de salaire qui est comparable à celui des natifs. C'est une question un peu technique. Ici, la conclusion est la même qu'on ajuste pour la composition. On ajuste pour l'effet de personnes spécifiques qui étaient dans l'équation que j'avais montrée au début. OK. L'évolution de l'effet de tri. Alors, regardez la courbe pour les bleus. Ici, c'est ceux qui viennent des pays de l'Europe de l'Ouest et des pays anglophones. Ils changent de firme d'une année à l'autre, mais ça n'améliore pas leur sort autant que ça l'est pour ceux qui proviennent des autres pays. Essentiellement, l'histoire se résume à la chose suivante, c'est que ceux qui arrivent des pays dont les qualifications scolaires sont reconnues, puisque c'est de ça qu'il s'agit en grande partie, et qui parlent l'anglais, ou qui peuvent le parler, ou le français, se trouvent des bons emplois dès le départ. Et que ceux qui viennent des autres pays où il y a des problèmes, comme soulignait Brahim tantôt, problèmes de langue, et aussi, pas juste de langue, mais problème de reconnaissance des qualifications nominales scolaires. Ces gens-là voient leurs qualifications escomptées au départ, et c'est à travers le temps qu'ils se trouvent, les emplois, le marché du travail finit par reconnaître que peut-être ils avaient fait erreur, si je puis dire. Donc, il y a une reconnaissance plus graduelle de leurs qualifications avec le temps, et possiblement ce qu'on ne peut pas séparer, c'est qu'avec le temps, ils deviennent plus à l'aise en anglais ou en français. Donc, les conclusions, c'est que les effets de firme expliquent environ 20% des différentiels de salaire entre natifs et immigrants et que cette contribution est entièrement attribuable au mouvement vers des firmes à haut salaire. Il n'y a absolument aucun rôle joué par l'effet de politique salariale, ce qui est rassurant au sens où il n'y a pas de discrimination salariale à l'intérieur des firmes ou pour des gens de qualification égale, ils sont payés différemment. On trouve un rôle très mineur pour cette considération-là ici, qui est la qualité des matchs. Depuis le début de la présentation, il y a les travailleurs, il y a les firmes, mais il y a la combinaison travailleurs-firmes qui pourrait jouer un rôle. Et on trouve un rôle très mineur, en fait, pour la composante qu'on appelle match, qui est un raffinement du modèle économétrique de base que je vous ai montré il y a quelques diapos. Est-ce que j'aurais 1 minute pour montrer des diapos qui sont reliés un peu à ce dont Brahim parlait, Henri? 1 minute, 9 secondes. Parfait. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est les taux de chômage relatif des immigrants par rapport aux natifs pour des individus à peu près dans le même âge que ceux dont je viens de parler. Les hommes et les femmes sont regroupés et donc l'axe vertical, c'est chômage et c'est le ratio du taux de chômage immigrants sur celui des natifs. Pour différents niveaux de scolarité. Québec versus Ontario pour les recensements de 81 à 2016. Et vous voyez que ce qu'il y a d'assez troublant ici, bon, les populations sont différentes. Pour les immigrants arrivés depuis 5 ans ou moins, vous voyez que c'est particulièrement ceux qui sont qualifiés ici. Je vous signale que si le taux de chômage était le même, le ratio devrait être de 1. Donc, c'est troublant à quel point c'est différent des diapos que Brahim m'a montré tantôt. Il faudrait peut-être, parce que, bon, j'ai séparer ça en différents niveaux de scolarité. Mais vous voyez que le point principal ici, vous voyez que les immigrants qui arrivent avec des qualifications nominales qui sont assez fortes, quand même, baccalauréat et plus, sont particulièrement désavantagés par rapport aux natifs et contrairement dans une certaine mesure, à ceux, et par rapport à l'Ontario, et par rapport à ceux qui sont moins qualifiés. Pour les immigrants arrivés entre 5 et 10 ans, c'est un peu la même image. Plus ils sont qualifiés, les immigrants, plus leur taux de chômage relatif au Québec, relativement à l'Ontario, est élevé. Et pour ceux qui sont arrivés depuis 10 ans et plus, on voit une certaine convergence, mais il subsiste encore un problème au Québec relativement
effectivement l'Ontario. Et le graphique en bas à droite, ça ressemble pas mal à l'image que Brahim a montrée tantôt, et surtout que son échantillon comportait beaucoup d'individus avec un baccalauréat et plus. Donc, il semble y avoir un problème au Québec versus l'Ontario, et ça peut avoir avec la langue ou la façon dont on reconnaît les qualifications sur le marché du travail. Dans l'étude avec Dosti, Liang et Card, on ne sépare pas entre provinces parce qu'on aurait un problème de taille d'échantillon trop petite et Statistique Canada refuserait de divulguer les résultats. Voilà, j'arrête ici. Merci beaucoup. Donc, quand on se compare, on se désole ou... Un peu, oui. Un peu, oui. Bon. Un grand merci. Alors, pour terminer nos présentations, on a l'honneur d'accueillir Mireille Paquet, qui va nous présenter les natures et les rôles des politiques de sélection et d'intégration économique des immigrants. Donc, c'est parfait du premier coup. Ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran bien? Oh, ça revient. Donc, ça va? On voit tout. Parfait, oui. Fantastique. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation et je dois faire la blague nécessaire liée au fait que je suis la seule non-économiste sur le panel. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais je suis très contente de venir vous parler d'un aspect plus politique public et plus macro, qui est l'impact connu des politiques de sélection sur l'intégration économique des immigrants. Donc, peut-être un petit rappel, moi, quand j'enseigne les questions d'intégration, je propose à mes étudiants qu'en termes d'action publique, d'intervention gouvernementale, il y a vraiment 4 piliers pour ce qui est de l'intégration économique. On peut travailler à la gestion des entrants, ce qui est les flux et les façons de sélectionner les immigrants. On peut travailler aux régulations par rapport au marché et à la formation aussi des acteurs de marché. Donc, ça fait un peu écho à ce que M. Parent vient de nous montrer pour ce qui est du rôle des firmes. On peut bien sûr développer tout un éventail de services et d'aides directes aux immigrants pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes, mais aussi des compétences un peu plus informelles. Et bien sûr, il y a tout un travail qui doit être fait sur les interventions auprès du public pour ce qui est de la diminution des biais implicites, des préjugés et des façons de répondre à l'immigration. Et ce que je leur dis, c'est qu'il n'y a aucune... Moi, Mireille. Oui. Parce qu'on ne voit pas la présentation en mode présentation, donc ça n'a pas changé de diapo. OK, attendez un petit peu. Mais ça n'a pas changé encore de diapo non plus. Ah, OK, c'est encore sur la première. Oui, c'est encore sur la première. Ah, je pensais que tu parlais des 4 piliers. C'est beau, désolée. Est-ce que vous ne voyez pas les 4 piliers? Là, oui. Là, oui? OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que ces 4 piliers-là sont interdépendants et qu'on ne peut pas agir seulement d'un côté ou d'un autre. Par contre, ce que je vais faire aujourd'hui, par manque de temps, c'est vraiment de vous parler de la gestion des entrants, qui est quelque chose qui a reçu beaucoup d'attention dans les dernières années, tant au Québec qu'au Canada. On parle beaucoup, par exemple, au Québec, de jouer avec les flux d'immigration, de diminuer les flux pour assurer une meilleure intégration. On parle aussi de réformes sur la façon de sélectionner les immigrants. Et bien que c'est ce dont je vais vous parler ce midi, j'aimerais juste ça, d'entrée de jeu, vous dire que c'est important de réaliser que on ne peut pas penser que c'est la seule façon d'agir sur ces questions-là, puis que souvent, on a tendance à surévaluer l'impact de la gestion des entrants, de la sélection des immigrants, parce que c'est d'une certaine façon moins coûteux que d'essayer de faire de la régulation ou de l'aide directe auprès des immigrants. Donc, ceci étant dit, je vais quand même me focaliser là-dessus. Et juste me confirmer, Mme Pichette, que vous voyez bien la nouvelle diapo avec gestion des entrants. Juste m'assurer que c'est correct. Non, c'est ça, on n'est pas en mode présentation. OK, je ne comprends pas. Est-ce que vous le voyez maintenant? Bien, c'est ça. Si vous le changez directement sur le PowerPoint, là, ça va fonctionner. On peut suivre même si on voit la colonne. Oui, on va rester comme ça. Je suis vraiment désolée des petits problèmes techniques. Donc, quand on parle de gestion des entrants, ce dont il est question habituellement, c'est qu'on parle des niveaux d'immigration, bien sûr, donc augmenter ou baisser
le nombre général, mais de plus en plus, la façon dont les pays d'immigration sélectionnés comme le Québec et le Canada tendent à essayer d'agir sur la gestion des entrants, c'est par rapport à 2 types de réformes. Donc, le premier, c'est la mise en place d'un système d'immigration en 2 étapes. Et le deuxième, c'est ce que j'appelle habituellement, j'en parle en anglais, là, donc c'est ma traduction maison, un peu le système de sélection basé sur le capital humain et la demande. Donc, un système un peu hybride. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous parler de l'impact de ces 2 systèmes-là, l'immigration en 2 étapes et les systèmes de sélection basés sur le capital humain et la demande sur l'intégration économique des immigrants à court terme. Et je vais faire ça en me basant sur des études publiées, y compris des évaluations des gouvernements, surtout du gouvernement fédéral sur son système. Les périodes qui ont été évaluées, c'est après 2015, donc ce sont des données assez récentes. Elles ne sont pas entièrement complètes et complètement convaincantes, mais je peux quand même vous parler de certaines tendances et on peut voir les avantages et les désavantages de chacun des 2 systèmes. Donc, je commence par l'immigration en 2 étapes, puis ensuite, on parlera du système de sélection basé sur le capital humain et la demande. Donc, de quoi il est question quand on parle d'immigration en 2 étapes? Donc, ce dont on parle finalement, c'est de favoriser un système où les immigrants arrivent sur la base de permis temporaires pour soit étudier ou travailler au Québec ou au Canada, et ensuite, après une certaine période de résidence, pouvoir faire une candidature pour la résidence permanente selon un certain nombre de conditions, que ce soit l'obtention d'un diplôme au Québec, que ce soit le nombre d'années travaillées, que ce soit avoir travaillé dans un type de profession ou d'autres conditions. La logique qui sous-tend ce système est assez simple. On propose que ce système permet l'acquisition d'expérience sur le marché du travail national, qui est souvent un problème, l'entrée en emploi. Permet aussi de s'assurer que les candidats ont des études au pays, ce qui permet une meilleure reconnaissance des acquis. Ça donne aux candidats des meilleures connaissances du marché, une meilleure capacité de réseautage et aussi le savoir-faire et tout ce qui est souvent vu comme des compétences implicites. Et aussi, ça permettrait, en théorie, d'assumer de meilleures compétences linguistiques. Les grands leaders dans ce système-là, ce sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont mis ce système-là en place autour de 2004 et où presque la majorité des demandeurs ou des personnes qui reçoivent un permis de résidence permanente entrent premièrement sur sur un statut temporaire. Mais on peut voir ici que la situation est aussi en train de se profiler au Québec et au Canada. Donc là, j'ai décidé de vous montrer des données sur le Québec, mais vous pourriez trouver même des données pires, pas pires, mais plus impressionnantes au Canada. Donc, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de permis temporaires qui sont émis. Donc, la ligne rouge étant ici les gens qui rentrent directement sur un permis permanent au Québec. Et les lignes bleues sont des gens qui entrent au Québec sous la base d'un permis temporaire. On sait que, premièrement, on voit que ces permis-là augmentent, mais on sait aussi que la ligne rouge est de plus en plus composée de personnes qui font cette transition-là entre un permis temporaire, que ce soit un permis d'études ou un permis de travail, vers un statut permanent. Et en particulier, ce sont les gens dans la ligne bleu foncé, donc les étudiants internationaux, ainsi que les gens qui sont dans les programmes de mobilité internationale, donc la ligne bleue mitoyenne, qui sont des gens plus qualifiés habituellement, qui auront déjà une expérience de travail. Donc, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça a un effet positif sur leur intégration de ces personnes-là? Est-ce que la logique du marché, finalement, la logique du système est rencontrée? Bien, d'un point de vue, excusez-moi, il y a beaucoup d'informations sur la diapo, il devait avoir des animations. Donc, les résultats à court terme sont en effet assez bons. Donc, on voit que les personnes qui font cette transition-là de la résidence temporaire vers la résidence permanente tendent à avoir des taux d'emploi et des salaires initiaux supérieurs lors de la résidence permanente. On note beaucoup moins de transferts au niveau de problèmes de transfert de capital humain. Et on note aussi que ces personnes-là tendent à avoir une meilleure correspondance entre leur domaine de formation et l'emploi qu'ils occupent. Donc, c'est sûr que ça implique des aspects positifs, surtout des aspects pour ce qui est de l'entrée dans le marché de l'emploi. Donc, la logique est assez vérifiée dans la réalité.
Toutefois, les recherches aussi notent des problèmes considérables avec ce système-là. Le premier étant des risques d'exploitation et d'abus, surtout lorsqu'il y a une conditionnalité très forte pour ce qui est de l'obtention de la résidence permanente, qui met les candidats souvent qui détiennent un statut temporaire dans une situation difficile où, même s'ils sont hautement qualifiés, ils vont souvent accepter des situations de travail ou des abus afin de pouvoir atteindre la résidence permanente. On voit aussi que les impacts positifs pour ce qui est de l'intégration économique se limitent vraiment aux personnes qui ne sont pas sur des permis non spécialisés. Donc, on voit pas d'impact positif pour les personnes qui sont, par exemple, des travailleurs domestiques, des personnes qui travaillent dans certaines industries moins qualifiées ou régulées, ou des personnes qui pourraient, par exemple, au Canada, travailler dans la restauration. Et ultimement aussi, le coût pour l'État est important. Donc, c'est souvent vu comme à court terme une bonne idée. Bon, on va passer vers ce système-là, puis on aura moins de services à offrir aux immigrants. Mais on voit que ça requiert une régulation et une surveillance accrue des employeurs et aussi, vous le noterez, on l'a vu au Québec dernièrement, des institutions d'enseignement parce que ça génère souvent la création de toute une série de nouveaux de collèges privés qui permettent aux gens d'avoir un diplôme pour accéder à la résidence permanente, mais souvent, il y a vraiment des problèmes avec ces collèges privés-là. L'autre façon de faire, l'autre intervention, ça a été la mise en place de systèmes de sélection basés sur le capital humain et la demande. Et certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Au Canada, on parle d'entrée express et au Québec, on parle du système qui est en train de se déployer, le système ARIMA. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une personne qui peut déposer une candidature dans un premier temps avec où on va évaluer sa candidature basée sur toute une série de critères généraux. Si cette personne-là passe cette première étape de sélection, elle sera invitée à aller dans un bassin de candidature où là, elle sera évaluée avec un système de classement global qui est basé sur des données économétriques. Si cette personne-là a un certain nombre de points basés sur toute une série de critères, elle sera invitée à déposer une demande. Elle peut être invitée à déposer une demande par le gouvernement. Elle peut l'être au Canada par le gouvernement fédéral ainsi que le gouvernement ou des gouvernements provinciaux hors Québec, mais elle peut aussi être invitée à déposer une demande parce que les employeurs ont accès à ce bassin-là et peuvent aussi recruter directement dans ce bassin de personnes préclassées et traité. Et finalement, une fois que l'invitation à déposer la demande est faite, cette personne-là pourra recevoir la résidence permanente et entrera au Canada comme résident permanent. Donc, la logique de ce système, c'est que ça permet une flexibilité des critères de sélection. Donc, le système de classement du bassin peut changer à tout moment et peut être utilisé de façon vraiment différente à travers le temps par le gouvernement. Et il est basé aussi sur des données probantes économétriques, ce qui était moins le cas ou qui était un petit peu moins le cas, disons, avec les anciens systèmes de sélection. Ça permet la rapidité du traitement des demandes et surtout, ça limite la dépréciation des compétences qui était un problème avec les anciens systèmes de sélection au gouvernement fédéral, mais aussi au Québec. Et ça multiplie les occasions de participation des employeurs. Est-ce que ça marche? Quels sont les résultats de ce système-là? Au Canada, le système d'entrée express a été mis en place en 2015. Donc, on a, depuis 2020, une première évaluation des impacts à court terme de ce système-là sur l'intégration économique des immigrants. Ce qu'on note, c'est que par rapport aux personnes qui avaient été sélectionnées sur l'ancien système, il y a une plus haute incidence en emploi dans l'année d'admission. Donc, ces gens-là travaillent plus rapidement. Ils ont un revenu d'emploi qui est supérieur de 20 % à ceux qui étaient sélectionnés dans l'ancien système. Ils ont plus d'emplois dans leur domaine de formation et ils ont plus d'avancement aussi à court terme. Donc, les impacts sont assez positifs, mais il faut noter que ces impacts-là ont été évalués seulement à court terme. Donc, on sait moins qu'est-ce qui arrive après quelques années. Donc, les résultats sont positifs, mais on note que le système d'entrée express est aussi beaucoup plus sélectif que les anciens systèmes. Donc, on a un problème ici évident de comparaison. Et je passerai ça parce que je sais qu'on manque de temps. Et plus largement aussi, le système met en place
trois problèmes généraux. Le problème, c'est que bien que la participation des employeurs ait été présentée comme quelque chose d'important qui permettait aux personnes d'entrer rapidement en emploi, on note que la participation des employeurs reste extrêmement complexe à ce système-là. Puis on note aussi qu'il y a un manque de transparence assez important au niveau de l'élaboration des critères de sélection et du système de classement, et surtout le fait que la flexibilité qui est donnée à ce système-là ne permet pas aux acteurs du marché nécessairement de planifier très bien à court et moyen terme. Donc, il faudra voir plus largement ce qui en est. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus presque une stratification au niveau des façons dont la sélection se passe, qui aura des impacts pour l'intégration économique. C'est-à-dire que les gens qui passent par ce système-là auront de très bons résultats au niveau de l'intégration économique. Et les gens qui passent par à l'extérieur du système d'entrée express ou qui ne passent pas dans l'immigration à 2 étapes, ces gens-là vont continuer à avoir des problèmes considérables d'entrée dans le marché. Donc, je m'arrêterai peut-être ici, mais une dernière chose, c'est que on voit que les politiques de gestion des entrants peuvent avoir des effets positifs sur l'intégration économique des immigrants. Et ce que j'aimerais que vous vous rappeliez aujourd'hui, que vous gardiez comme idée, c'est qu'on peut faire beaucoup plus que juste diminuer les flux. De toute façon, diminuer les flux ou augmenter les flux, le nombre d'immigrants, les niveaux d'immigration, c'est un instrument extrêmement brut et on peut aller de façon beaucoup plus subtile au niveau de la sélection des immigrants pour favoriser leur intégration économique, et que les impacts positifs sont particulièrement visibles pour les personnes hautement qualifiées et pour les jeunes, parce que ces interventions-là permettent des entrées rapides dans le marché de l'emploi et donc permettent d'éviter les problèmes qui seraient la dépréciation des compétences ou de faire face potentiellement à des discriminations. Par contre, les impacts de ces interventions-là sont encore très peu évalués. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est la littérature sur le sujet, les évaluations gouvernementales, mais il y a beaucoup plus d'études qui devraient être faites sur l'impact de ces interventions-là. Donc, je vous invite, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, à y aller. Et finalement, je veux vous rappeler que cette gestion des entrants-là n'est pas une panacée et qu'elle doit aussi s'accompagner des 3 autres piliers de l'intervention pour ce qui est de l'intégration économique. Et finalement, je donnerai à Mme Pichette des références si jamais vous êtes intéressé. Il y a des études tout à fait édifiantes sur la question qui sont ici présentées et qui devraient vous intéresser. Donc, je m'arrête ici. Merci. Un grand merci pour cette très belle présentation. Donc, Lise va tout à l'heure relever les questions qui ont été posées pendant la discussion. Mais il y a quelque chose qui apparaît, c'est quelque part, est-ce que la société québécoise, on amène souvent l'immigration comme un outil de développement économique. Est-ce que la société québécoise arrive à exploiter vraiment pleinement quelque part l'apport potentiel des immigrants à cela? Là, je fais référence autant aux 2 présentations économiques qu'à la présentation politique qui vient d'être faite. Bon, je pourrais commencer par donner quelques éléments de réponse. Moi, je pense que la réponse est définitivement non. On n'utilise pas pleinement le potentiel que représente l'immigration pour 2 raisons principales. Donc, à travers le taux d'emploi, le pourcentage d'immigrants qui occupent des emplois est beaucoup moins élevé que ce que ça devrait être normalement comparativement par rapport à leurs caractéristiques, notamment au niveau de l'éducation et de l'expérience professionnelle. La plupart des immigrants qui réussissent à intégrer le marché du travail doivent souvent reprendre à zéro, donc repartir à zéro et sacrifier une grande partie des compétences qu'ils ont acquises à l'étranger. Et deuxième élément, c'est les conditions dans lesquelles les immigrants sont employés, sont recrutés, ce qui fait qu'un immigrant souvent n'est utilisé qu'à peut-être 10 ou 15 ou 20% de son potentiel. Donc, au final, la société est certainement perdante à ce niveau-là. Voilà. Merci. Madame Paquet, Monsieur Parent, est-ce que vous... Peut-être Madame Paquet, plus sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous, votre micro est fermé. Là, on vous entend pas.
Monsieur Boudarba, si vous voulez, juste là-dessus, justement, sur tout ce qui est reconnaissance de diplôme, est-ce que il y a une différence? Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Ontario, mais est-ce qu'il y a une différence entre le Québec et l'Ontario là-dessus? Parce qu'avec les graphiques de Monsieur Parent, on a quand même l'impression que l'intégration est plus facile, entre guillemets, en Ontario qu'au Québec. Mais en fait, c'est ça, j'avais mentionné ça au début de ma présentation, c'est que lorsqu'on analyse la situation des immigrants sur le marché du travail, il ne faut pas juste regarder le taux d'emploi. C'est sûr, quand vous comparez le Québec avec les autres provinces, vous avez tendance à voir ce qui se passe ailleurs comme un signe positif d'intégration, où l'intégration a réussi par rapport au Québec. Mais lorsque vous examinez les types d'emplois occupés par les immigrants, puis comme l'a dit Madame la PDG du Cyrano, donc Nathalie de Marcelis-Varin, qu'on a des études au Cyrano, plusieurs études qui démontrent effectivement que la qualité de l'emploi, donc si on regarde la qualité de l'emploi, on va trouver que finalement, même les autres provinces ne tirent pas profit du potentiel que représente l'immigration. Et un élément de différence dans les taux d'emploi, il faut le signaler aussi, c'est le fait que les immigrants des autres provinces ont tendance à choisir l'auto-emploi beaucoup plus que les immigrants du Québec. Mais quand ils choisissent l'auto-emploi, c'est généralement pour faire des petits boulots, hein. C'est des dépanneurs, des vendeurs de nourriture dans la rue, etc. Donc finalement, c'est des gens qui sont hautement diplômés, mais qui finissent par occuper des emplois peu qualifiés et qui, dans les statistiques, sont interprétés comme des gens qui sont bien intégrés, ce qui n'est pas le cas. Merci. Alors, je vois que Mme Paquet a levé la main. Excusez-moi, j'avais un problème technique. Encore une fois, je voulais en fait faire écho tout à fait à ce que M. Bourdaba vient de dire. Et je pense aussi que d'un point de vue qui est plus ce que j'étudie d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue de pleine participation et de comportement politique et d'intégration sociale, on fait face aussi à tout un problème pour ce qui est de l'inadéquation entre le modèle ou le succès ou l'opportunité ou même la mobilité économique qui est présentée pour ces candidats-là, qui est utilisé pour faire le marketing finalement de l'immigration vers le Québec, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle particulièrement aujourd'hui de personnes qui ont été sélectionnées sur la base d'un système de points justement et qui ont fait le choix de venir parce qu'on leur a promis quelque chose. Et cette inadéquation-là est extrêmement délétère et a vraiment un effet sur d'autres dimensions de la participation et de l'intégration à court et à moyen et à long terme. Merci. Je vais laisser la parole à M. Parent et après, Lise, tu prendras. Oui, j'ajouterais simplement qu'il faut réaliser que le Québec recrute parmi un bassin de pays qui est considérablement plus petit que ce qui est le cas pour le reste du Canada. Et donc, il y a un effet de composition dans ces différences de succès sur le marché du travail là-dedans qui ne sont pas à ignorer. Cela dit, je suis entièrement d'accord avec les points de vue soulignés par Brahim et Mme Paquet, mais on patine sur une patinoire un peu plus petite au Québec que c'est le cas pour le reste du Canada, en raison de la langue en particulier, forcément. Voilà. Mais voilà, parlant de la langue, la première question qui était pour Brahim a trait à la question linguistique dans vos résultats. Est-ce que ça pourrait être une question de perception? Donc, la plupart des Maghrébins parlent bien français. Est-ce que c'est vraiment une perception ou bien c'est lié à vos scores de performance, là? En fait, merci c'est une bonne question. Notre étude permet en fait de répondre de façon claire que c'est un mélange des deux. Donc, il y a une perception parce que quand le recruteur reçoit un CV puis il voit qu'il y a un nom maghrébin, déjà, le maghrébin part avec un retard très important. Donc, il y a ce premier réflexe, c'est d'avoir une perception que c'est un candidat qui peut-être ne serait pas très bon sur le plan linguistique. Par la suite, il réalise que le candidat a des connaissances ou parle bien à un certain niveau le français ou l'anglais.
Mais comme vous l'avez constaté dans notre étude, c'est qu'il y a toujours au moins un franco-québécois avec le maghrébin. Donc, ils ne sont pas seuls, il y a toujours. Donc, il y a cette comparaison relative pour dire oui, il est bon, mais l'autre est meilleur. C'est le français, c'est sa langue maternelle. L'anglais, c'est sa deuxième langue. Pour le maghrébin, le français, c'est sa deuxième langue, ce n'est pas sa première. Peut-être qu'il a très peu eu l'occasion d'apprendre, de parler l'anglais. Donc, ça le place. Il y a toujours des comparaisons qui sont faites entre les Maghrébins et les autres. Mais effectivement, il y a un problème de perception au départ qui est corrigé par la suite lorsqu'on prend connaissance de la qualité de la langue du Maghrébin. Mais ça reste quand même toujours, il y a un concurrent qui est supposé ou qui est considéré comme étant meilleur que le Maghrébin. Donc et puis, dans vos dossiers de candidats, est-ce que vous aviez l'information sur le statut d'immigration? Si oui, c'est possible de mesurer l'impact. Donc, est-ce que résident permanent versus temporaire, ça a un impact? Oui, tout à fait. J'avais présenté une diapo où il y avait les pourcentages de Maghrébins qui sont retenus selon leur statut. Les Maghrébins qui sont nés au Québec sont largement favorisés, suivent les résidents permanents, puis en dernier lieu, c'est les résidents temporaires. Et donc, nous, on avait considéré qu'on avait proposé comme politique aussi, c'est que si les employeurs pensent que les résidents permanents pourraient ne pas, si les employeurs pensent que les résidents temporaires ne vont pas avoir leur résidence permanente, ou ça pourrait prendre beaucoup de temps, ce qui va les mettre dans une situation d'incertitude, ils ont tendance à les éviter. Et donc à recruter plutôt des résidents permanents ou des Québécois de naissance. Donc on a des résultats là-dessus, bien sûr, oui. Et aussi sur le lieu d'obtention du diplôme et le lieu de l'expérience, on a toujours les recruteurs qui favorisent des diplômés du Québec. Et puis un peu ce qui nous a surpris aussi, c'est qu'ils favorisent plus les candidats qui ont une expérience diversifiée, donc autant à l'étranger qu'au Québec. Merci. Moi, personnellement, j'en fais un commentaire ou une question, peut-être plus pour Daniel, relié au dernier graphique que tu montrais à la fin, comparant l'Ontario et le Québec. Donc, c'est en effet très troublant. Puis là, je me disais, ben là, dans le prochain, quand on va rajouter une observation, on va voir que ça doit s'être resserré parce que le Québec a connu 2017, 2018, 2019 des années exceptionnelles, un taux de chômage qui a baissé à des niveaux historiques. On parlait de pénurie de main-d'œuvre, sauf que là, la COVID est arrivée. Donc, le prochain recensement, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on va vraiment voir l'effet de l'amélioration sur le marché du travail. Est-ce que c'est la seule base de données pour faire des comparaisons comme ça? Non, il y a l'enquête sur la population active où depuis quelques années, on demande le statut d'immigrant. On n'a pas les classes d'immigrants, mais on sait si la personne est née à l'étranger ou non. Et c'est vrai que suite au recensement de 2016, il y a une amélioration relative si on utilisait les données de l'enquête sur la population active des immigrants par rapport aux natifs. Si je me souviens bien, au Québec, ça fait un bout de temps que j'ai regardé ça, mais non, il y a d'autres banques de données qui permettent de regarder ça. On n'a pas à attendre le recensement. Mais c'est assez récent, parce que pendant très longtemps, c'était le recensement et rien d'autre. Tout à fait. OK, mais je ne vois pas d'autres questions. Le temps a passé très vite. C'est déjà l'heure de clore le webinaire. Je voudrais remercier chaleureusement donc nos conférenciers, Brahim, Daniel et Mireille. Pardon? J'étais en train de rédiger ma question, mais comme vous êtes en train de clore, je ne sais pas si je peux la poser directement ou... Très rapidement, il faut qu'elle soit courte. D'accord. Je suis étudiant immigrant en fin de cycle en maîtrise en économie. Et jusqu'à présent, ce que je reçois comme offre d'emploi à l'université, c'est beaucoup plus réservé aux résidents et aux natifs. Ma question aux économistes qui ont fait la présentation et à la dame aussi, c'est est-ce qu'il y a vraiment un espoir pour des gens comme moi qui ne sont pas déjà intégrés de trouver un emploi à la sortie de la maîtrise? Parce que d'après ce que j'ai lu, c'est que plus on est un peu qualifié, on a moins de chances d'être intégré sur le marché de l'emploi. Merci. Oh mon Dieu. Oui, lâchez pas. Faut savoir un peu quel genre d'emploi aussi il s'agit. Les gens arrivent ici avec des diplômes avancés
dans des domaines où il y a des corporations professionnelles qui bloquent leur entrée. Dans votre cas, vous étudiez ici, vous n'aurez pas ces limitations-là. Donc, de grâce, restez parmi nous. OK. Sur ce, donc, je vais juste terminer. Donc, c'est ça, j'étais en train de remercier, excusez-moi, de remercier les conférenciers. Je pense qu'on a eu droit à des présentations très intéressantes et pertinentes. Merci aussi à nos collaborateurs donc, de la SCSE et du Cyrano pour l'organisation de ce webinaire. Donc, c'est toujours bien de se retrouver bien entouré. Et puis, pour la suite, donc, vous êtes conviés par l'Association des économistes québécois, la section de la capitale nationale, la semaine prochaine, organise un webinaire sur l'économie expérimentale au service de la santé en temps de COVID. Et c'est avec Roxane Borges da Silva, qui est professeure agrégée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, vous l'avez sûrement vu dans les médias. Nos collègues de la section de la capitale nationale vont la recevoir la semaine prochaine, le 10 février. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes depuis quelque temps. Donc, on se revoit là. Puis, je vous remercie encore, Henri aussi, d'avoir modéré. Merci, Nathalie, donc du Cyrano. Puis, on se voit une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Un grand merci, au revoir. Bye bye. Merci, à la prochaine. Merci à vous. Merci.